Bon, chers amis, merci d'être venus, d'avoir pris le risque de faire partie des 15 têtes grises qui décèdent du Covid chaque jour en France depuis 6 mois. Euh, alors, vous savez, on est à Strasbourg, ville qui a été gagnée par les écolos aux dernières municipales, qui étaient quand même des élections un peu surréalistes parce qu'il n'y a pas eu de calendrier, il n'y a pas eu de campagne, il n'y a pas eu trop d'électeurs non plus. Mais bon, voilà, c'est les écolos qui apparemment ont été élus. Et donc ça nous a donné envie de discuter d'écologie, mais un peu plus sérieusement, parce que bon, vous avez tous pu voir un petit peu les, les, les déboires ou les idées originales des écolos depuis qu'ils sont aux manettes. Et justement, on a dans notre famille politique Philippe Murer, qui est économiste, qui en est à son deuxième bouquin Ouais, tout sur à les fait. sujets écologiques et qui a plusieur qualités. Déjà, il fait partie des personnalités les plus sympathiques Merci. que j'ai pu rencontrer dans mon petit parcours. Et il fait partie aussi des quelques personnes qui ont eu le courage d'essayer d'apprendre quelque chose à Marine Le Pen. Donc rien que pour ça, ça mérite quand même des applaudissements. Donc Philippe, tu vas nous présenter ton livre qui s'appelle La transition écologique. Comment réaliser Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant. un défi passionnant. Et enfin, le titre a du sens. J'insiste toujours auprès de mon éditeur pour D'accord. ça, parce que le titre, tous les mots ont un sens dans le titre. Bah, écoutez, je suis ravi. Merci Andrea de me recevoir. Et puis merci au Cercle et merci d'être venu. On va passer. On doit discuter combien de temps Combien de temps tu penses que c'est bien? Fais une présentation comme tu D'accord. veux la faire, et puis Ok. après on passera à des questions-réponses. Alors, tous les sujets de l'écologie sont hyper vastes. Il y a plein de choses. Le bouquin, je pourrais pas tout vous parler de tout ce qu'il y a dans le bouquin. Je vais essayer de vous donner vraiment un aperçu et les choses qui me semblent importantes et puis j'ai envie de présenter ce soir. Donc, et puis surtout, n'hésitez pas à poser des questions à la fin sur les autres sujets qui sont pas abordés ou si vous voyez des choses qui sont où il y a un bug dans le raisonnement ou pour vous par rapport à ce que j'ai dit. Alors, la transition écologique, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc, déjà, c'est de faire en sorte que l'homme ne soit pas contre la nature, mais travaille avec la nature. Et c'est le mouvement, en fait, de parvenir à une société écologique, hein, donc un collectif écologique, où chacun puisse avoir un mode de vie écologique, hein, où on ne détruit pas et on respecte l'environnement. Donc, évidemment, en fait, tout le monde est écolo. Il n'y a pratiquement personne qui s'amuse à détruire le milieu où il vit, puisque c'est suicidaire. Pratiquement tout le monde a une vision écologique. Après, ça dépend comment on le fait et ce qu'on propose et ce qu'on va enlever ou ajouter à côté. Voilà. C'est donc une évidence. C'est une discipline nouvelle qui est passionnante, qui est à défricher. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses qui ne sont pas connues. Il y a des choses qui commencent à devenir un peu plus connues, mais c'est absolument passionnant intellectuellement. Alors moi, la question que je me suis posée, le premier bouquin, ça s'appelait La transition énergétique, donc une énergie moins chère, 1 million d'emplois créés, qui a malheureusement pas été repris hein, par le gouvernement. Toutes les idées. Là, j'ai voulu regarder l'ensemble des problèmes écologiques. Et j'ai voulu me poser la question, comme vous, je pense vous le pensez, y a-t-il une solution à ce sujet? Ou alors on va tous mourir et c'est la fin et c'est la collapsologie, etc. Puisqu'il y a quand même un point de vue catastrophique là-dessus. Alors déjà, pour éclaircir un peu le débat, je pense qu'il faut hiérarchiser les sujets. Il y a deux types de sujets. Il y a les sujets qui sont urgents, climat et énergie, notamment agriculture, puisqu'on voit que nos écosystèmes sont en train de complètement se dégrader. Hein. Je veux dire, il n'y a plus d'insectes, 80% des insectes ont disparu en 20 ans, un tiers des oiseaux. Les abeilles aussi, on n'en parle plus, on s'y est habitué, mais enfin c'est quand même une catastrophe. Hein. Elles disparaissent aussi peu à peu, les vers de terre, etc. Donc ça c'est un vrai sujet, et c'est urgent à traiter. Par chance, sur ces deux sujets-là, on a des solutions, et que je vais vous exposer chiffrées. Autre sujet, c'est ce que j'appelle l'écologie profonde. Donc c'est des sujets plus complexes où il faudra faire plus que des mesures. Il faudra peut-être aussi changer notre mode de vie, la philosophie dans laquelle on évolue dans la société. On ne pourra pas seulement utiliser des technologies ou des techniques pour cela. On a des pistes sur ces sujets, mais on n'a pas toutes les solutions et ça appartiendra à la jeunesse de défricher pour trouver toutes ces solutions. Mais on a déjà des pistes pour améliorer les choses.
Voilà, donc tout ce programme, c'est un programme qui est constructif, c'est de l'écologie constructive, à l'inverse de l'écologie punitive. L'écologie punitive, c'est quoi? C'est on taxe, donc on va faire en sorte que les riches pourront continuer à se payer les choses, les pauvres plus difficilement, et comme ça, voilà, le gouvernement sera content. A priori, puisque on réduira, mais on réduira, c'est injuste, et en plus, on le verra, ce n'est pas efficace. Moi, j'essaye de voir comment est-ce qu'on peut avoir des produits écologiques au même prix que les mêmes prix, puisque le pouvoir d'achat, le niveau de vie, ça compte, il faut pouvoir se les payer, que les produits classiques que l'on trouve dans le commerce aujourd'hui. C'est ça, cette transition que moi, je prône. Alors, commençons par un truc positif. Défi passionnant, c'est bien que je veux voir les choses positivement aussi, pas bêtement, mais c'est les réussites de l'écologie. On a l'impression qu'on croit à la catastrophe, qu'on n'a jamais rien réussi. Alors partons par exemple d'un vieux thème. Pour la plupart, vous étiez pas nés à ce moment-là, c'était les pluies acides. Et notamment en Alsace, en Allemagne, c'était un vrai sujet. C'est-à-dire que, en fait, à cause des carburants qui étaient soufrés, il y avait des pluies acides qui tombaient notamment en Allemagne, en Alsace et même sur toute la France et tout le monde occidental. Et ces pluies acides détruisaient les forêts. Et en fait, tout simplement, la solution était très simple et on a complètement résolu ce problème. On a enlevé le soufre des carburants en raffinant le carburant. Et on s'est retrouvé avec plus du tout de pluie acide. On a divisé par, de tête, je crois que c'est 16, la quantité de soufre. Il ne reste plus que les bateaux, les vraquiers, les grands bateaux, les porte-conteneurs à dépolluer. Ça sera terminé et c'est pour bientôt. Donc, une vraie réussite. Autre sujet, la couche d'ozone. Vous savez, il y a un trou dans la couche d'ozone qui s'est créé dans les années... On s'en est rendu compte dans les années 90 que c'était un problème à cause du rayonnement solaire, qui était plus filtré. L'ozone en ville, c'est pas bon en bas, mais l'ozone en haut, dans la stratosphère, c'est important pour filtrer les rayons. Et ce trou dans la couche d'ozone au-dessus du pôle, c'est du pôle sud, si je ne me trompe pas. En fait, on a résolu ce problème parce qu'il était causé par les produits réfrigérants, les gaz réfrigérants dans les frigos. Et là, on l'a résolu pour une fois avec une coopération mondiale. D'abord, les Européens et les Américains qui ont changé les CFC, ces gaz qui s'appelaient les CFC, pour d'autres gaz qui sont beaucoup moins dangereux. Et donc, la couche, elle n'est pas reconstituée complètement, mais elle s'améliore un peu et surtout, le problème est stabilisé. Pollution particules fines, pareil. On a l'impression qu'on n'a rien réussi, que c'est la catastrophe. Mais contrairement à ce que disent les écolos, ça a été divisé, et ça c'est des chiffres officiels, par plus que 2 en 30 ans. En fait, on a fait plein d'efforts depuis 30 ans en enlevant les centrales charbon, les centrales fuel très polluantes, encore plus celles près des villes. Il n'y en aura bientôt plus. En améliorant aussi pour les voitures, les émissions de particules fines. Un vieux diesel émet 20 fois plus qu'un diesel nouveau. Sur l'industrie, sur les chaudières, sur tous ces sujets. Et donc, il y a une vraie réussite. On a divisé par 2, même s'il reste un problème. On est sur la bonne pente, en fait. Autre chose, on vous dit que en France, on a quand même réussi aussi à diminuer de 20% les ordures ménagères depuis 2002 de chaque habitant. Donc il y a quand même aussi une réussite. Et dernière chose, on entend toujours que la France est nulle en écologie, mais en fait, si vous regardez dans les classements de l'écologie mondiale, en fait, elle est très souvent très très bien classée, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Elle est dans le peloton de tête. Pourquoi ? Parce que est-ce qu'il y a beaucoup de pays où il y a une loi littorale qui protège les plages? Est-ce qu'il y a beaucoup de pays où il y a, je crois, 15% de parcs régionaux en France, 15% de la surface qui est en parc régional. Parc national, c'est 0,5% plus protégé, mais en parc régional déjà. Est-ce qu'il y a beaucoup de pays qui ont réduit de 30% leurs émissions de CO2 par habitant? En France, on a réduit de 30% les émissions de CO2 par habitant depuis 1990. Alors, c'est pas trop le boulot des générations de gouvernants, en fait, récents. C'est plutôt dû aux centrales nucléaires qui ont permis de faire baisser ça. Et l'amélioration aussi des moteurs et tout un tas de petites choses. Mais beaucoup le nucléaire. En France, on a les émissions de CO2 par habitant, tenez-vous bien, qui sont les plus basses du monde industrialisé et en dessous du terrien moyen. Alors, comme ça emmerde bien sûr les écologistes, ils ont inventé un autre truc, un pipeau, qui est l'empreinte carbone du pays. Et ça, c'est un pipeau parce qu'en fait, on vous fait payer l'empreinte, en fait, la mauvaise production de la Chine, par exemple. Vous vendez une Clio fabriquée en France, en Chine, et vous l'importez une de chinoise, on vous dit « Ah, vous avez émis plein de CO2 parce que la Chine a mal produit ». Ce qui est absurde, chaque responsabilité au producteur. Mais les vraies émissions de CO2 par habitant donc baissent. Et elles ne baissent pas qu'en France, elles ont baissé en Allemagne de 15%, elles ont baissé en Italie, au Royaume-Uni qui fait beaucoup d'efforts,
Et même aux États-Unis, en fait, elles ont baissé de 10% depuis une dizaine d'années. Donc il y a des vrais progrès. Tout n'est pas parfait, il y a plein de boulot, mais il y a des vrais progrès. Alors pourquoi ça progresse pas beaucoup quand même? Parce que ça va pas assez vite et il y a plein de sujets. Déjà, la discipline se dévoile petit à petit, hein, les problématiques du plastique. On n'imaginait pas il y a 10 ans qu'il y avait un problème de plastique. Ça se dévoile. Et puis surtout, il y a des points de blocage. Alors, j'ai commencé par ça pour vous expliquer les points de blocage principaux. Alors on a le problème déjà de l'écologie mondiale. En fait, on vous dit, tout le monde, en fait, le mainstream vous dit, il faut faire de l'écologie mondiale, tous ensemble, sauvons la planète tous ensemble, ou rien. Le problème, c'est que ça fait 20 ans qu'on entend ça, que les émissions de CO2 mondiales, elles augmentent. Même si celles des pays occidentaux baissent. Donc il y a un petit problème, et il y a un hiatus dans le discours. Pourquoi? Parce qu'en fait, on passe notre temps à attendre les autres pays pour faire tous ensemble. Et comme il n'y a pas de gouvernement mondial, en fait, il n'y a personne qui prend de décision. C'est pas les accords de Paris qui gouvernent. C'est pas nous qu'allons les pays les plus pro-écolo comme la France, l'Italie, la Suède, l'Allemagne et tout ça, et le Royaume-Uni qui vont faire en sorte que la Chine, dire à la Chine, aux États-Unis, à la Russie ce qu'il faut faire. Donc ça va être très compliqué de leur imposer notre calendrier et notre vision des choses. Comme il n'y a pas d'unité là-dessus, ça n'avance pas. L'écologie, elle devra se faire au niveau national. D'ailleurs, si vous réfléchissez, qu'est-ce qui est plus fondamentalement comme slogan, comme ce qu'on dit, enfin, pas un slogan, parce que c'est pas de la propagande, mais entre dire, on va sauver la planète, ou dire, moi je vous propose de sauver les forêts qui sont à côté de nous, de protéger la nature autour de nous, et de réduire la part de la France, par exemple, en émissions de CO2. Bien sûr que le discours émissions, là, si c'est chez vous, vous connaissez les problématiques. En Alsace, vous les connaissez mieux que moi, qui suis parisien. Vous connaissez comment on peut les résoudre en partie, vous êtes les mieux à même. Et en plus, on élit les gens sur place qui vont pouvoir les traiter. Donc c'est beaucoup plus efficace. Sauver la planète, c'est abstrait. Et en fait, ça n'amène à pas grand-chose. Ça bloque, en fait, l'écologie. Il faut d'abord sauver l'environnement d'un pays. Et par capillarité, les autres pays vont le faire. La Suisse est en avance, la Suède aussi est pas mal. Et tous ces pays vont montrer aux autres pays qu'on peut le faire. Et après, à partir de ce moment-là, le mouvement sera lancé par capillarité. Et les gouvernants des pays qui veulent rien faire auront leur opinion publique, ils leur diront on peut faire les choses bien, pourquoi vous ne le faites pas? Et là, ça sera impossible de ne pas le faire. Autre point de blocage, il y a le problème de l'ultralibéralisme. C'est-à-dire le fait que, si on traduit ça en mots simples, c'est l'État ne doit rien faire, doit se faire tout petit, minimal, et c'est les entreprises qui doivent tout faire. Alors, le problème déjà que sur l'écologie, c'est l'État qui doit fixer des réglementations. S'il y en a des réglementations simples, claires, mais c'est à lui de le fixer. Et puis l'autre chose, c'est que les entreprises, leur but, c'est faire du profit, c'est pas de faire de l'écologie. D'abord, c'est de faire du profit, mais même de payer leurs salariés avant tout. Et puis, il faut un grand coordinateur, il faut l'État. Et puis, comme on le verra aussi dans la transition énergétique, dans la partie énergie, transition énergie, se passer des énergies fossiles en France, c'est 1500 milliards d'investissements. Même Total. Bon, tu t'es pas étouffé, tout va bien. Même Total et les grandes boîtes n'ont pas du tout les moyens et la vision longue pour faire réellement avancer les sujets autant. Elles peuvent être partenaires des sujets, mais c'est pas elles qui vont les diriger. Autre sujet, le libre-échange total, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait plus de droits de douane. Il y a 2% de droits de douane entre la France et le reste du monde. Ça pose deux problèmes. Le problème évident, c'est qu'on voit qu'il y a des transports partout. Un jean va être fabriqué à l'opposé de la Terre, à l'opposé de la France, sur la Terre, va parcourir des milliers de kilomètres, et c'est vrai pour beaucoup de produits. Mais c'est même pas le sujet le plus grave. Le sujet le plus grave, c'est le dumping environnemental. C'est-à-dire que c'est le fait qu'en fait, un pays comme la France a toujours un problème quand elle veut mettre une règle écologique pour des entreprises, même si ça augmente de 1% le coût, avec un immense service écologique, 1% en une fois et pas plus après, eh bien on va se dire, bah oui, mais ça va rogner la marge des entreprises, déjà qu'elles délocalisent, bah, elle va avoir plus envie de délocaliser. Et puis d'autant plus qu'en Chine, par exemple, ils se soucient moins de l'environnement, donc on va aller là-bas. Et il y a un vrai effet là-dessus de peur des gouvernements de le faire occidentaux, et qui est réel, qui est une réalité, parce qu'il n'y a plus de droits de douane, il n'y a pas de normes écologiques, et puis le problème des pays qui en profitent, qui sont les pays qui ont les normes les plus basses. Donc on voit qu'il y a une incitation au vice plutôt qu'à la vertu. Libre-échange, problème majeur. Problème d'État stratège, ça c'est l'Union européenne qui empêche les stratèges.
L'État stratège, pour vous dire, dans ma tête, pour moi, c'est pas que l'État fait le truc. C'est que l'État, il impulse un projet avec les gros moyens s'il le faut, gros moyens financiers, et ensuite il travaille avec les entreprises, il les coordonne, il les pousse il choisit avec elles la meilleure direction en concertation, et après tout le monde dans la même direction. Ça, et on construit comme ça des filières, comme on le verra pour la filière hydrogène. Autre problème, qui n'est pas politique celui-là, mais qui s'y rattache, c'est le pendant de l'ultralibéralisme, en fait, c'est une espèce d'ultra-individualisme personnel, quoi. Et donc, or, le problème, c'est que l'écologie individuelle, de trier ses poubelles, ses déchets, et puis d'acheter une voiture électrique, bon, bah, c'est super de le faire, de faire tous les efforts pour ça, mais ça ne va pas faire que les autres vont le faire, c'est un projet individuel, c'est pas un projet collectif. Or, l'écologie, il ne faut pas qu'il y ait quelques personnes qui ont un mode de vie écologique et les autres qui l'ont pas du tout. C'est pas efficace. Donc ça, c'est un problème puisque ça pense à penser trop le sujet, je dis bien le sujet, de façon individuelle et pas assez collectif. Si on réfléchit, en fait, le point de blocage majeur derrière tout ça, et c'est pas pour faire de la politique, parce que je tape souvent sur l'Union européenne, mais là on parle d'écologie, l'Union européenne, en fait, est au carrefour de presque tous les points de blocage, puisque son ADN, c'est l'écologie mondiale, c'est le mondialisme, on le sait. C'est des accords de libre-échange avec tous les pays du monde. C'est l'ultralibéralisme aussi. On détruit de plus en plus. C'est les entreprises qui doivent décider, les États qui sont faibles, à part aujourd'hui dans cette période. Et c'est l'interdiction de politique industrielle et d'État stratège. Donc elle nous bloque complètement à ce sujet et elle le fait d'une manière complètement différente et moins efficace. Alors une fois qu'on a vu un peu les choses positives, pourquoi ça avance pas aujourd'hui, parlons maintenant, rentrons dans le concret, parce que l'écologie, c'est du concret, c'est pas de la philosophie seulement, sinon on se trompe. Et partons d'abord d'un des sujets les plus importants qui, moi, me semble être l'agriculture. Alors, si on fait un constat rapide, on voit qu'on est dans une triple impasse, c'est-à-dire qu'on a des paysans qui gagnent rien, il y en a un tiers qui gagne à peu près le RSA, ce qui est absolument scandaleux. On a d'autres qui se suicident, d'autres qui perdent leur ferme. On a la nature qui se détruit, comme je vous l'ai dit, avec les insectes, les vers de terre, les oiseaux, les abeilles, et les écosystèmes qui s'appauvrissent. Et puis on a les Français, les citoyens, qui ont leur santé qui est quand même un peu abîmée par les pesticides qu'on ingère. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Or, il y a une volonté des citoyens très forte pour changer ça, mais elle n'est pas prise en compte. Parce que le processus d'industrialisation est allé très très loin. Alors il a apporté des choses, une baisse des prix, une abondance. À la sortie de la guerre, il y avait vraiment un problème de prix trop cher et il y avait vraiment de la rareté. Maintenant, on a la baisse des prix, l'abondance, mais pas la qualité. Puis le problème, c'est que toute cette industrialisation de l'agriculture, elle a créé des champs géants. Alors je ne sais pas en Alsace comment c'est dans votre plaine, mais moi, quand je me déplace en France, j'ai vu dans le Gers la dernière fois à l'occasion de mes vacances que les champs, on se croirait aux États-Unis. Maintenant, il y a des champs de 1 km par 1 km, qui occupent toute une colline. C'est moche, mais aussi c'est pas une bonne chose, puisqu'il n'y a plus de haies non plus. Donc ça permet le développement des ravageurs au maximum sur ces champs gigantesques de monoculture. Ça permet aussi le fait que ça oblige de passer de beaucoup plus de produits chimiques parce qu'il y a plus de ravageurs. Et puis sur l'élevage, c'est la déshumanisation. Alors les véganes sont dans un extrême, mais c'est vrai que l'élevage industriel, on met 10 000 porcs dans des cages de béton pour les élever. Ça fait du porc pas cher, mais pas de qualité, et c'est pas du tout satisfaisant. Ça déshonore l'homme, effectivement. Alors prenons un problème concret, vous voyez, ce problème des betteraves, parce que là je me suis dit, et ils nous disent que les betteraviers, là vous avez peut-être suivi cet été, qu'il faut des néonicotinoïdes qui tuent les abeilles, on les avait enfin interdits, il les faut, parce que en fait ils ont la jaunisse avec les pucerons qui amènent la jaunisse. J'ai un peu bossé sur le sujet. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une telle concurrence folle sur la betterave, sur le sucre, qu'ils ont des champs de plus en plus grands. Ayant des champs hyper grands, plus ou moins rejoints les uns avec les autres, et pas de haies, pas de diversité de culture, pas de prairies autour, ils se retrouvent avec les ravageurs qui ont libre cours et qui, quand ils arrivent dans un champ, peuvent se propager à toute vitesse et qui n'ont pas de prédateurs. Parce qu'en fait, c'est la biodiversité, c'est ça qui permet de réguler une espèce et une autre. Quand vous avez le maximum de biodiversité, vous avez le minimum de prolifération d'une espèce, parce que chacune régule les autres. Alors là, c'est les champs géants, vous voyez, c'est l'inverse de la biodiversité. C'est vraiment tout, partout, pareil, et ça pousse aux ravageurs. Donc si on veut arriver à faire des betteraves bio, à ne plus avoir ces problèmes, justement, il faut arrêter dans le système la course au moins 10 ans, du moins cher, des champs de plus en plus grands, et d'avoir en fait ces proliférations et ces pesticides.
Effectivement, il y a une minorité quand même qui fait du bio, mais pour la bourgeoisie et les gens très motivés qui peuvent, ou ceux qui peuvent se payer, mais je veux dire, c'est loin d'être une majorité, puisqu'il y a d'autres gens, au contraire, vous voyez bien, progression des marques Lidl, bas prix, etc., où les gens cherchent de moins en moins cher. Vu cette concurrence d'ailleurs qu'on a, en fait, ça devient impossible d'interdire le glyphosate. C'est d'une certaine manière. Parce que si vous interdisez le glyphosate comme ça, tout court, sec, en fait, vous êtes retrouvé avec une petite augmentation des prix français, une petite concurrence où ils vont être moins compétitifs. Et en fait, on va faire casser la gueule à notre culture de blé qui est très puissante de céréales, parce qu'on sera un tout petit peu plus cher. Donc si on peut le faire si on a des moyens de droits de douane, etc., de protéger le marché, mais on ne peut pas le faire, en fait, ou c'est compliqué, si vous avez la concurrence internationale tout azimut qui va profiter de petits écarts de prix pour ravager les céréaliers français. En plus, on voit qu'on a une concurrence tout à fait déloyale, hein, puisque le Sénat a montré, un rapport du Sénat qui montre que 25% des prix des produits importés, en fait, ne respectent pas nos normes. Il y a plein de produits, en fait, l'Union européenne fait confiance aux normes des autres pays. Donc l'Équateur nous vend de la banane bio, qui n'a pas du tout la même qualité que la banane antillaise, hein, qui sont vraiment des bananes de qualité, moi je trouve. En fait, on fait confiance à l'Équateur. Alors c'est un pays pauvre, etc., et qui nous dit qu'ils s'en foutent de nous vendre du bio, qui n'est pas tout à fait bio. Donc on a un vrai problème, et on a donc un problème de concurrence vraiment déloyale. Donc en gros, la mondialisation, ça nous impose effectivement plus de pesticides, une forme de malbouffe des produits mauvais, une destruction de notre agriculture et une destruction de notre environnement. Donc c'est un vrai sujet. Alors rentrons maintenant sur les pesticides. Pourquoi est-ce qu'il faut les arrêter ? Si vous y réfléchissez, les pesticides, c'est fait pour tuer le vivant. Des insectes, des champignons, des fongicides, des herbes, etc. Mais le vivant, il partage toutes les mêmes briques élémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, il partage des cellules. Toutes les cellules du vivant partagent par exemple des mitochondries qu'il y a dans l'homme ou dans toutes les autres cellules, des hormones incroyables. En faisant le bouquin, je me suis rendu compte que les hormones des hommes et des grenouilles, il y avait des points communs. Il y avait des hormones qui étaient exactement les mêmes. Un système nerveux aussi, hors les végétaux, mais pour les animaux, un système nerveux pour les insectes notamment. Et en fait, quand vous attaquez avec un pesticide au système nerveux des insectes, et bien quelque part vous êtes une plus grosse bête, mais ça touche aussi votre système nerveux. Pareil sur les problèmes de... Quand les pesticides sont des perturbateurs endocriniens pour les grenouilles, il y a une forte chance qu'ils le soient aussi pour les hommes. Et l'exemple typique qu'on a découvert qui embête beaucoup les pro-pesticides, c'est par exemple les SDHI qui sont des pesticides très à la mode qui se développent de plus en plus contre les champignons, les petits champignons, en fait les moisissures. Eh bien, ils s'attaquent aux mitochondries de ces champignons. Et bien, en fait, le CNRS et des gens très sérieux ont montré une étude par les plus grands instituts de recherche qui s'attaquent aussi aux cellules humaines. Donc, ils ne nous détruisent pas d'un coup, mais n'empêche qu'ils nous abîment, ils nous fragilisent. Il faut se poser la question pourquoi on a 70 fois, les cas d'autisme aux États-Unis ont fait x 70 en 50 ans. C'est peut-être pas que l'agriculture, mais il y a un vrai sujet, quoi. A priori, on sait que c'est le chlorpyrifos qui est traité pour les orangers et pour les problèmes d'un insecticide qui est le sujet. On a d'autres maladies chroniques qui montent, comme le cancer, qui ne sont pas explicables par le vieillissement de la population française. Il y a un autre facteur clé, il y a plus de maladies chroniques aussi qui apparaissent. Donc il y a un vrai sujet sur ces pesticides. Et alors le truc fou, c'est que en fait le gouvernement français, qui n'est pas anti-pesticides, hein, a fait une liste des pesticides qui sont perturbateurs endocriniens. Ça fait 13 pages. 13 pages avec 30 lignes. Donc il y a un nombre de pesticides incroyable qui sont dangereux, ça veut dire à une dose extrêmement faible, extrêmement diluée. Parfois, pour celui dont je vais vous parler, une particule pour 1 milliard. Alors, je vais vous donner cet exemple parce qu'il est riche de plein d'enseignements. C'est l'exemple de l'atrazine et de Syngenta. C'est un exemple que j'avais vu dans une émission d'Élise Lucet, et après que j'ai fouillé, que j'ai vérifié, que je suis allé chercher partout toutes les sources pour voir. En fait, il y avait un chercheur, Syngenta produisait de l'atrazine, qui est un désherbant, donc comme le glyphosate, très très utilisé, maintenant c'est plus le glyphosate, et qui est interdit en France depuis 2003. En fait, elle fait parler d'un chercheur qui s'appelle Tyrone Hayes, de Berkeley, un des plus grands chercheurs sur le sujet.
Et elle le fait travailler pour voir si son pesticide pose des problèmes. Donc lui, il travaille en tant qu'universitaire, scientifique, et il fait des tests. Il a l'idée de le faire sur les grenouilles, parce que les hormones des grenouilles sont proches de celles des hommes, notamment. Et en fait, il se rend compte que ça agit comme un castrateur chimique et que ça pose des problèmes absolument majeurs pour les grenouilles, avec une dose de 1 sur 1 milliard. Et alors 1 sur 1 milliard, c'est même pas la dose qu'il y a en fait dans le ruissellement qui vient des champs de maïs et où toutes les grenouilles, plein de grenouilles se trouvent justement. Oui, et il y a un problème de disparition aux États-Unis. Quand Iron Hayes présente ça à Syngenta, à l'entreprise, et puis l'entreprise lui dit on est intéressé, on va vous donner un nouveau contrat pour plusieurs années et on va vous payer 2 millions de dollars. Alors lui est un petit peu naïf, donc il sent pas trop le truc, donc il dit ok, super, je vais gagner 2 millions de dollars pour faire des études. Puis il dit mais en fait ils sont en train de se foutre de moi. En fait ce qu'ils font c'est qu'ils veulent retarder la parution de mon étude qui va montrer qu'il faut interdire l'atrazine. Et donc là, il est honnête, il casse le contrat à 2 millions de dollars, il dit je ferai pas ce contrat-là. Et donc il publie naturellement son étude comme il avait le droit de le faire. Et à ce moment-là, il se prend Syngenta dans la tête, mais tout azimut, qui lui fait des procès, qui se lance à le décrédibiliser dans tout le monde scientifique, qui essaie de le faire débaucher. Et donc là, il y a des preuves derrière, il y a eu plein d'articles dans les journaux parce que ça fait un énorme scandale. Donc vous voyez, la méthode, les scientifiques ont peur de parler. Parce que s'ils parlent, ils risquent d'être détruits. C'était 2 millions de dollars d'un côté et l'accès à une renommée scientifique ou pas les 2 millions de dollars et en plus être détruit par la boîte. Donc ça vous explique la peur des scientifiques et le problème là-dedans. Et en plus, il n'avait pas tort, Iron Hayes. L'INSERM a fait des études similaires, mais là sur les fœtus, sur les bébés à naître, et elle a décidé d'interdire l'atrazine en France parce que dans ses études, elle trouvait que l'atrazine était dangereux pour les bébés et risquait une malformation. Parce qu'en plus, si vous voulez, les fœtus, au moment, c'est hyper dangereux, les perturbateurs endocriniens notamment, parce qu'au moment où, par exemple, le bras ou le foie va se former, ce moment-là, s'il y a un petit truc qui déconne dans la mécanique du corps du fœtus, à ce moment, il peut naître sans bras, peut-être que c'est autre chose, ou naître avec un foie qui a des problèmes majeurs, etc. Donc c'est un vrai danger. Voilà. Donc, et pour vous dire, il est toujours utilisé aux États-Unis. Étonnamment, il est interdit en France. Et en France, en fait, comme il était très utilisé dans les plaines céréalières, en fait, il y a encore des villages, 17 ans après, qui ne peuvent pas utiliser leur eau potable parce que l'eau potable est encore contaminée par les pesticides, par l'atrazine. Petit à petit, ça se règle, mais très très doucement. Donc on voit que c'est dangereux et dangereux à très long terme. Dernier exemple là-dessus, mais il y en a plein. Parlons des PCB, qui est le produit sans doute le plus dangereux qui a été inventé par l'homme, ou un des plus dangereux. Pour le détruire, il faut le mettre à une pression énorme, et avec une température de 1300 degrés en le faisant saisir, c'est très compliqué. En fait, il est interdit depuis 30 ans. Il y a encore des fleuves et rivières de France où il est interdit de pêcher parce que en fait, c'est contaminé au PCB. Et ça met des centaines d'années, ça dépend des familles de PCB, les pires mettent des centaines d'années à se dégrader. Monsanto, en fait, les produit depuis les années 40, je crois, comme pour isolation, pour des isolateurs, des condensateurs électriques, et en fait connaissait depuis 1954 le danger. Elle n'a rien dit pendant 25 ans pour les vendre en disant il ne faut pas perdre $1 du business. Depuis 1954, en fait, ils avaient eu un premier épisode dans leur usine de fabrication, il y avait un petit échappement de gaz. Tous les ouvriers, il y en a plein qui ont été malades avec des petits échappements de gaz. Donc là, ils ont vu qu'il y avait un vrai problème avec une maladie de la peau, etc., qui apparaissait. Ils ont vu que les ruisseaux à côté étaient les oiseaux, les poissons, quand il y avait des rejets de PCB, en fait, ils étaient cramés et ils crevaient direct. Enfin, voilà. Et la ville où ils produisaient, c'est une ville des cancers. C'est une ville où il n'y a que des blacks, d'ailleurs, et principalement. Et c'est une ville du cancer. Absolument, ils ont fait quelque chose de terrible. Mais ils le savaient. Donc ces grandes firmes peuvent être absolument monstrueuses à ce niveau-là, et elles sont terribles, et on ne peut pas, franchement, c'est très compliqué de leur faire confiance là-dessus. D'autant plus que, peut-être que vous le savez, mais quand en fait, il y a des études qui montrent les dangers, elles sortent des contre-papiers. Et ces contre-papiers, parfois, sont écrits par Monsanto. Les Monsanto Papers ont montré que Monsanto écrivait des papiers, en fait, et puis les faisait signer, parfois, par d'autres scientifiques. Enfin, il y a toutes les magouilles possibles et imaginables, contre argent. Donc, extrêmement complexe et aucune confiance possible à avoir. D'ailleurs, sur le glyphosate, pour ceux qui ont des doutes, vous lisez l'article qui est super de West France, les villages du cancer en Argentine,
C'est le meilleur article que j'ai trouvé dessus, puis simple, etc., avec plein de détails. J'en parle un peu de mon bouquin, qui montre les problèmes des villages du cancer et de maladies chroniques, là où il y a énormément de glyphosate utilisé, parce qu'il y a des champs de soja ou de maïs au glyphosate. Voilà, donc on ne parlera pas, dans le bouquin je parle, plus grande catastrophe c'est Bhopal. C'est marrant, alors c'est peut-être une coïncidence, hein, j'y vois pas, mais en tout cas, plus grande catastrophe industrielle c'est Bhopal, usine de pesticides, c'est Seveso, usine de pesticides, c'est l'agent orange au Vietnam. En fait, c'est un pesticide qui est 13 fois surdosé et qui est utilisé pour faire une guerre chimique, comme le disent les généraux. Donc on voit que c'est des produits extrêmement dangereux qui tuent massivement. Alors, on en trouve partout déjà, dans l'eau, dans l'air, dans les sols, dans les corps des gens, à l'état de traces plus ou moins fortes. Ça détruit donc la faune, abeilles, vers de terre, insectes, etc. Et même a priori, alors les oiseaux, on ne sait pas de quelle manière, mais les oiseaux disparaissent. On a un tiers d'oiseaux qui ont disparu, c'est pas rien en 20 ans. Voilà, donc moi j'ai pris le parti de dire il faut s'en passer complètement. Au bout d'un moment, on va pas dire on va faire 20% d'agriculture biologique, ça va vous amener à quoi? Ou 30 ou 40%. À un moment donné, j'ai voulu voir l'hypothèse, peut-on s'en débarrasser complètement? Alors, il y a un bouquin pour ceux qui aiment l'agriculture ou l'écologie qui est fabuleux, qui s'appelle le bouquin de Bourguignon, qui est un ingénieur agronome, qui s'appelle Manifeste pour une agriculture durable. Je m'en suis beaucoup servi parce que c'est très bien, mais il y a d'autres gens qui disent la même chose. C'est un bouquin qui fait 20 bâches, qui coûte pas cher et qui dit plein de choses sur l'agriculture. Qui a même une vision philosophique qui dit comment on cultive de façon propre. C'est absolument passionnant. En tout cas, il explique grosso modo comment gérer naturellement la fertilité des sols, sans engrais, sans pesticides, et comment planter en fonction du milieu du terroir. C'est une gestion saine, en fait, une agriculture saine qui amène des produits sains, goûteux, etc., et qui ne nécessite vraiment rien d'autre. Alors, il explique des haies, des talus, des bandes, des fossés, justement pour avoir une réserve de biodiversité qui va lutter contre les ravageurs. Il faut aussi avoir des sols qui ne sont jamais à nu. Donc en fait, quand on a fini une culture, on replante des plantes intercalaires qui vont permettre de ne pas avoir désherbé. Et quand on voudra replanter, alors soit elles sont détruites par le gel et en hiver on peut replanter, soit on passe des rouleaux pour s'en servir. Elles peuvent même améliorer le sol. Et là, il y a un vrai sujet de travail de mettre des plantes intercalaires qui améliorent le sol. Voilà. Et pour recréer un sol vivant là où il est un petit peu abîmé, et c'est toujours une bonne chose, c'est de mettre laisser des débris végétaux, voire pour recréer des sols vivants, mettre des débris de branches sur les sols, parce qu'à ce moment-là, vous avez toute la microfaune des sols qui va faire le travail en fait de l'agriculteur. Au lieu de passer la charrue, c'est eux qui vont retourner petit à petit, en fait, qui vont aérer la terre, qui vont remonter les vers de terre et redescendre avec de la terre, et qui vont permettre d'avoir des éléments nutritifs, une terre aérée qui est perméable à l'eau, qui est parfaite en fait pour être plantée. Donc à l'inverse, si vous mettez des pesticides, vous tuez ces petites bêtes. Et donc on a des sols, lui ce qu'il explique, moi je peux pas vous dire, hein. Il dit, moi j'ai des agriculteurs qui me viennent en Beauce et qui me disent qu'ils ont des sols morts. Et en fait, il faut les revendre vivants. Il n'y a plus une bête dedans, et quand un sol n'est pas vivant, en fait, le sol devient plus fertile. En fait, c'est juste un substrat sur lequel on met ces sols morts, mais pas très efficace, sur lequel on met des engrais pour faire pousser en fait du maïs ou du blé dans la Beauce. Dans certains cas, on a ça. Alors, ça sera un tout petit peu plus cher, effectivement, de produire comme ça, mais il explique aussi qu'il y a des économies. Par exemple, quand vous prenez ces vaches un peu difformes qui s'appellent des Pink Holstein, qui sont des plus grosses productrices en rendement de lait, effectivement, vous avez le problème qu'il faut donner énormément d'antibiotiques, qui vont se retrouver évidemment en partie dans le lait, ou en tout cas leurs dérivés, et puis parce qu'elles sont très souvent malades, elles sont faites tellement pour produire. Et puis vous ne pouvez pas valoriser la viande en fin de vie. Lui, ce qu'il explique, c'est ça vous coûte très cher d'utiliser cette race, et vous pouvez prendre des races qui sont un peu moins productives, mais qui derrière ont moins besoin de médicaments, de coûts, de vétérinaires, et qui derrière vous pouvez vendre votre viande. Donc il y a plein d'économies à faire aussi. C'est pas seulement un centre de coûts, il y a aussi des économies à faire. Alors maintenant, passons à l'aspect stratégique. Quel plan réaliste maintenant on peut faire pour se passer complètement des pesticides? Alors, sachant qu'en plus on parle de problèmes avec des paysans qui sont vraiment précarisés. C'est pas avec des gens qui sont ultra précarisés qu'on va leur dire réinvestissez à fond, etc. Ça complique les choses.
Alors déjà, il y a des raisons d'espérer, c'est qu'en fait, l'agriculture biologique croît de 17% par an depuis des années, à peu près. Et donc, ça veut dire qu'on a 7% des champs en bio. Donc, on a déjà une bonne base d'agriculteurs qui font un travail en bio. Alors, le bio, il va être limité à un moment donné, donc il va falloir faire gaffe. Ça va pas pouvoir continuer tout le temps parce qu'il va être limité par le pouvoir d'achat des gens. Gilets jaunes, il y en avait un qui était génial, qui expliquait qu'il avait envie de donner ça à ses enfants, qu'il n'avait absolument pas les moyens de faire ça. Donc il disait, moi je donne des trucs dégueulasses, de la malbouffe à mes enfants. Donc on va avoir ce problématique-là. Donc ça ne va pas passer par un plan uniquement individuel en espérant l'effort des gens. Je pense que c'est irréaliste. Il faut savoir que la moitié des gens gagnent moins de 1800 euros par mois et 90% des gens gagnent moins de 3500 euros par mois. Donc on a parfois une vision un peu faussée de tout cela. Le plan, il doit se faire à mon avis en 2 phases. La première phase, il faut élargir le bio à une masse critique de 20-25%. Il nous faudra durer à peu près de 7 ans en ayant 20% de croissance. Pour l'atteindre, il va falloir mettre les cantines en bio. Ça va coûter 25-30 centimes de plus, fondamentalement. Pour vous dire comme ils vous pipotent les politiques, il y a 3% des cantines qui sont en bio. Moi, je l'ai trouvé sur Les Échos, c'est le seul où il y a le truc, 3%. Ça fait 15 ans qu'ils vous disent qu'ils vont vous passer les cantines en bio. Eh ben, ils l'ont toujours pas fait. Pourtant, ça coûte pas cher, franchement. Ça coûte 700 millions d'euros par an. Donc c'est pas énorme à l'échelle de la France vu l'intérêt et puis l'impact de l'intérêt pour nos enfants aussi. Il faut aussi payer les subventions au sur longue parce qu'on a des gens qui nous disent qu'ils veulent faire passer les agriculteurs au bio. Il faut réinvestir, mais ils les payent avec 2 ans de retard. Ça n'a aucun sens évidemment et c'est pas du tout incitatif. Moi, je pense qu'il faut aussi un double affichage des prix dans le commerce, parce qu'on a un vrai problème sur le prix des fruits et légumes. Je ne sais pas qui capte la marge, mais on a un vrai problème, quoi. Quand les trucs passent à 40 centimes d'Espagne et arrivent à 5 euros quand vous les achetez, c'est-à-dire que le paysan, il a gagné 40 centimes et vous avez payé 4,60 € à tout le reste de la chaîne. Il y a un problème. Donc ça pourrait limiter si on fait un double affichage des prix avec le prix acheté au paysan en vrac et le prix payé que vous payez vous-même. Ça permettra de voir la qualité que vous achetez aussi, et puis en termes de prix, et puis ça vous permettra, je pense, de faire baisser ces prix. La deuxième période, ça sera plus délicate, ça va être la généralisation du bio, puisqu'on sera à 20-25%. À un moment donné, il faut généraliser. Et là, moi, ce que je propose, vu que c'est une décision lourde, c'est qu'il faut faire un référendum. Il faut que les Français disent oui ou non, s'ils sont d'accord. L'intérêt d'ailleurs, moi je pense que les Français sont de bon sens, donc j'ai confiance dans le peuple si on mène correctement le débat, si tout le monde peut s'exprimer. Et je pense qu'ils sont écolos, qu'ils en auront envie, mais c'est au peuple de décider quoi qu'il arrive. Et puis ça permet ensuite d'enlever les obstacles, parce qu'une fois que le peuple a dit oui ou non en référendum, c'est quand même un peu compliqué pour revenir derrière. Bon, Sarkozy l'a fait, mais c'est quand même assez rare et c'est compliqué de le faire. Et en plus, ça fait qu'il n'y a pas trop d'agitation autour de ça. J'ai réfléchi à tout ça, j'ai trouvé moi une solution qui me semblait assez élégante, qui permet à la fois de faire en sorte que le bio ne monte pas en termes de prix, parce que sinon les gilets jaunes et tous les gens qui ont des petits salaires ne pourront pas se le payer, donc on ne pourra pas le généraliser, et le fait de protéger nos agriculteurs, parce que si on fait du bio, c'est pas pour acheter du bio à l'autre bout de la planète, à l'équateur, ou même en Espagne, etc. C'est quand même pour localiser, pour acheter du bio local. Comme il y a une différence, c'est simple, comme il y a une différence de 30% entre le prix de revient moyen, parce que ça dépend des productions, entre le prix de revient moyen des produits classiques et des produits bio, en traditionnel et produits bio, et en fait il faut que l'État paye ces 30%. C'est pas génial, moi je suis pas un communiste, donc c'est un petit peu beaucoup de payer tout ça, mais on n'a pas le choix. Payer ces 30% pour avoir les mêmes prix. À partir de ce moment-là, vous aurez les produits bio au même prix que les produits classiques. Il faut le faire au départ du producteur et pas à l'arrivée. Ça coûte beaucoup plus cher à l'arrivée. Globalement, normalement, ça devrait coûter, puisqu'on a 80 milliards d'euros de produits agricoles, de vente de produits agricoles, ça veut dire que ça serait un coût de 24 milliards, 1% du PIB. Donc c'est un coût qui est gérable pour une transformation qui est importante. En plus, de toute façon, il y aura des retombées positives. Il y aura le fait qu'il y a 500 000 emplois qui seront créés d'agriculteurs, donc des recettes, des recettes sociales, fiscales, etc. Donc il y a des retombées positives. Ça nous permet, en fait, c'est toute la question. Ça nous permet donc avec ça de passer au 100% bio en disant aux agriculteurs, maintenant, soit vous avez des taxes très fortes sur l'agriculture classique, et donc l'écart de prix fera qu'elle arrêtera d'exister, soit fait une interdiction. Ça, c'est à décider plus tard.
Pareil pour les viandes, on passe alors, pas au label bio qui est trop cher, quoi, on n'y arrivera pas, mais peut-être au label rouge bio, hein, puisque finalement les intrants seront bio et les conditions de vie sont label rouge moyennement. Ça permet d'avoir un prix aussi qui a 30% d'écart. Donc c'est inclus dans le plan et de mieux traiter les animaux, d'avoir un traitement des animaux. Par exemple, les poules en label rouge, il y en a moins et elles peuvent sortir, quoi. Elles ont des parcours extérieurs où elles peuvent librement sortir. Donc on a une protection animale réelle. Bien entendu, il faudra que les produits soient marqués. Hein. C'est-à-dire, il faut qu'on arrête de ne pas pouvoir savoir d'où viennent les produits, parce que pour les fruits et légumes, on sait, mais pour le reste, c'est très difficile de savoir. Hein. Il n'y a pas d'obligation d'étiquetage dans beaucoup de choses. Donc, un drapeau français quand c'est produit 100% en France, un drapeau d'un autre pays quand c'est produit ailleurs. Une vérité, une transparence. Les gens, il faut qu'ils sachent ce qu'ils achètent, d'où ça vient. Voilà, donc tout ça, un plan à 24 milliards d'euros. Il faudra l'accompagner, bien entendu, d'une refonte des terres, parce que là, c'est les gros qui prennent les terres pour les petits, et il faut que ça s'arrête. Et puis, il y a plein de magouilles avec les SAFER actuellement. Il faut une réforme de l'enseignement agricole, même si elle a déjà commencé, des chambres d'agriculture pour que toutes les meilleures pratiques soient diffusées et que les acteurs discutent ensemble et se transmettent les meilleures pratiques. Bien sûr, il faudra un plan pour la permaculture qui est encore plus complexe que l'agriculture bio, mais qui est beaucoup plus efficace. Mais voilà, il faut beaucoup de talent pour le faire. Et on est plus au début. Et il faudra réformer aussi toutes les problématiques des semences pour que tout le catalogue des semences arrête d'être ouvert qu'aux industriels. Ça, c'est très simple. Hein, et de l'ouvrir à toutes les semences anciennes. Soit c'est l'État qui prend en charge pour vérifier que toutes les semences soit acceptable, soit accepté, c'est lui qui paye, soit on trouve une autre méthode, il faut que toutes les semences soient acceptées. Bien entendu, pour faire ça, au préalable, il ne faut pas que ce soit l'Union européenne qui décide la politique agricole commune, parce que là, elle ne voudra pas ça. Elle ne voudra pas qu'on subventionne nos agriculteurs, ça ne sera pas possible. Hein. Il faudra subventionner tous les produits pour l'égalité du marché. L'Union européenne ne voudra pas non plus qu'on taxe ou qu'on interdise les produits traditionnels. Elle voudra qu'on laisse rentrer tous les autres produits fabriqués autrement des autres pays. Puis elle ne voudra pas qu'on mette ce budget-là, parce que ça va être de la concurrence déloyale, paraît-il, ou la fin du marché unique plutôt. Donc on n'y arrivera pas. Donc il faut absolument... ça ne peut pas se faire dans l'Union européenne. Voilà, moi je suis pour le Frexit, et ça fait partie des raisons du Frexit. D'ailleurs, on voit bien, et puis il faudra arrêter ces accords de libre-échange, parce que là, on voit, Macron nous avait promis que les accords de libre-échange avec le Mercosur seraient annulés, la Commission européenne l'a fait, l'a finalisé de négocier le 2 juillet, donc c'est avec le Brésil. Cet accord, en plus, pourra passer à la majorité qualifiée, donc sans l'accord des Français. Il faut quand même savoir qu'on est dans la connerie au niveau des échanges agricoles. Cet accord va permettre de faire en sorte... Il faut savoir que le Brésil, ils exportent énormément de soja, mais c'est un quart des steaks dans le monde sont produits au Brésil, dans des conditions déplorables et avec une qualité très basse, évidemment, pour produire pas cher, et donc ils sont ultra puissants. Donc qu'est-ce qui va se passer avec cet accord de libre-échange, par exemple? Les Brésiliens vont produire plus de soja pour chez nous, plus de viande aussi, de bœuf, etc. Donc ils vont déforester l'Amazonie comme d'habitude pour le faire. Et derrière, ça va détruire nos éleveurs. Donc on est tous perdants. Les Brésiliens sont perdants sur leur environnement. Nous, on est perdants sur nos agriculteurs et nos éleveurs. Et donc, on est tous perdants. Et puis, le consommateur prend de la malbouffe, hein, puisque ça ne sera pas noté d'où ça vient. Donc voilà, donc tout ça, il faut arrêter avec ça. Il faut être cohérent. Si on se bat pour l'Amazonie, on se bat contre le libre-échange et ce genre d'accord. Pareil, si on se bat pour la forêt de Bornéo, les orang-outans, etc., hein, je veux dire, on se bat, on dit, maintenant, on arrête l'huile de palme. Je veux dire, en France, on peut interdire l'huile de palme dans tous les produits. Qu'est-ce qui nous empêche d'interdire l'huile de palme dans tous les produits? À part peut-être dans le lait pour bébé, il paraît qu'on en a besoin. Mais sinon, on peut l'interdire simplement dans les produits et prendre du beurre et des choses comme ça. Il faut qu'on soit maintenant cohérent parce que ça n'a pas de sens de pleurnicher et finalement de ne pas prendre de mesures contre. Donc voilà pour ce problème de l'agriculture qui était un des sujets les plus importants et les plus compliqués en plus. Passons maintenant rapidement sur rapidement, ça sera un des gros sujets quand même, sur l'énergie et le climat. Alors, première chose, est-ce qu'il y a un réchauffement climatique? Moi, je vais vous dire ce que j'en ai lu. Hein, je suis scientifique, mais je ne suis pas un climatologue, je ne connais pas toutes les équations, toutes les problématiques, toutes les incertitudes. Moi, ce que je vois, c'est que depuis... Si vous voulez un super dossier dessus, il y a l'écrit d'Olivier Berruyer qui a fait un dossier génial. Il a fait un travail avec des courbes de température sur des millions d'années, etc., qui a repris un peu de partout. Énorme travail. Moi, c'est là-dessus, c'est de ces courbes-là dont je me suis le plus inspiré. Ce qu'on voit, c'est que depuis 1900, il y a une hausse de 1 degré de la température.
paraît pas grand-chose, mais ça change quand même, on le voit, quand même des choses. Mais surtout, c'est 10 fois plus rapide que toutes les autres périodes historiques, voire 50 à 100 fois plus rapide que la hausse moyenne ou baisse moyenne des températures, hein, qui ont l'habitude de yo-yoter dans le temps. Donc c'est là où, moi, je me dis, il y a quand même une origine, une influence humaine. Hein. Quand on vous dit, oui, mais la période glaciaire, c'était 0,1 degré en moins tous les 100 ans. Vous voyez, pendant 500 ans, ce qui avait conduit à moins 0,5 degrés la période glaciaire. On voit d'ailleurs l'impact d'une faible baisse des températures sur le climat. Mais par contre, c'était très très long. Donc moi je pense ça. Après, libre à tout le monde de penser ce qu'il veut. Moi je suis pas du tout un ayatollah là-dessus. C'est vrai que de toute façon on a besoin de l'effet de serre, hein, parce que l'effet de serre c'est 60% des nuages, 25% de CO2, le reste méthane, etc. S'il n'y a pas d'effet de serre sur Terre, il fait moins 15 degrés en moyenne au lieu de faire plus 18. Donc on perd 33 degrés. Donc il y a besoin d'effet de serre, mais on voit que, en tout cas, ça augmente de 33 degrés. Donc une petite augmentation de l'effet de serre a un impact important sur la température. Après, il ne faut pas être hystérique parce qu'il y a eu beaucoup de messages catastrophiques. On vous a dit que les hydrates de méthane, il va y avoir des cycles autogénérateurs. C'est vrai qu'il y a le problème de la banquise qui fond et le blanc qui ne réfléchit plus la lumière, ça serait un sujet. Mais on vous a surtout dit, hydrates de méthane, c'est explosif pour la planète. Sauf que quand on est allé voir sur place et qu'on a fait les expériences, on s'est rendu compte que l'hydrate de méthane est bouffé par des bactéries et qu'il n'atteint pas la surface. De la même manière que le champ de pétrole de BP, vous vous rappelez, la grande catastrophe en 2015, je crois, je ne sais plus, dans le golfe du Mexique, tout le pétrole avait disparu. Et en fait, tout le pétrole s'est échappé, énorme quantité de pétrole. Et après, il y a un scientifique qui allait chercher le pétrole où il en était, ce qui se passait. En fait, il avait disparu. Il a retrouvé juste une trace. En fait, c'était qu'il y avait des parties entières de l'océan, des poches entières de l'océan, qui n'avaient plus d'oxygène. Et donc, il a compris qu'en fait, ça avait été bouffé très rapidement par les bactéries. En fait. Donc il y a des phénomènes naturels quand même qui équilibrent. C'est terrible une marée noire, hein. Mais en tout cas, la nature arrive à faire face à ces problèmes d'hydrate de méthane. Et pareil pour le permafrost qu'ils font, il est très possible qu'il y ait aussi des phénomènes qui empêchent le méthane de sortir du permafrost, c'est-à-dire du sol gelé de Russie et des zones arctiques. Voilà, donc maintenant, il y a un autre sujet. Il y a le réchauffement climatique, mais en fait, même si vous êtes climato-sceptique, en fait, il faut se passer d'énergie fossile. Je vais vous dire pourquoi, à mon avis. C'est qu'il y a le problème du pic pétrolier. Il y a une tribune très intéressante qui est sortie il y a 2 mois dans un journal belge qui s'appelle l'Echo.be, un journal classique de la presse traditionnelle, signé par des patrons de l'industrie pétrolière. Donc pas n'importe qui, d'ex-patrons de l'industrie pétrolière, de très grandes entreprises. Je crois qu'il y avait Fina, il y avait Total, il me semble. Et il y avait aussi des experts en pétrole de très haut niveau. Et donc, ils ont fait une tribune collective en disant « Attention, après le Covid, il faut arrêter avec le pétrole parce qu'on se rapproche du pic pétrolier, c'est extrêmement dangereux. » Le pic pétrolier, c'est quoi? C'est le moment où on a exploité la moitié des ressources de pétrole. Et c'est ce moment-là, en fait, mécaniquement, on ne peut plus produire autant. La production des champs baisse. Ça s'est passé dans les champs, par exemple, du Royaume-Uni. C'est vrai aussi à l'échelle de la planète. Ça s'est passé aussi aux États-Unis avec le pétrole traditionnel, en 1972. Ça avait été théorisé par Hubert, le géographe, et ça s'est passé exactement comme il avait prévu, avec 1 an de décalage. Alors, sur le pétrole conventionnel, on a sans doute un problème de production, parce que les seuls pétroles qui s'ajoutent depuis 15 ans, ce sont des pétroles rares et très chers. C'est le pétrole de schiste, dont le coût moyen est 5 à 6 fois plus élevé que le pétrole classique, le pétrole bitumineux du Canada et les pétroles de mer profonde. Il n'y a que ça qui s'est ajouté. Donc, s'il y avait du pétrole facile, etc., conventionnel, je pense que les grosses boîtes seraient plutôt allées choisir ce pétrole-là. Donc on a un problème de pic pétrolier, on ne sait pas quand ça se déclenchera, parce que pour des raisons complexes, personne ne connaît les réserves exactes de pétrole. On sait que ça se déclenchera, alors certains parient dans 5 ans, d'autres dans 10 ans, d'autres dans 15 ans. Mais en tout cas, quand ça se passera, le prix du pétrole va exploser, parce que le mécanisme, il est qu'on ne pourra plus produire autant de pétrole. Mais il faudra que les prix du pétrole montent tellement haut que les gens renoncent à se déplacer ou à se chauffer. Ce sont quand même des choses essentielles dans la vie. Donc il va falloir qu'ils montent très très haut. Probablement un triplement ou quadruplement. Enfin, pétrole, je pense à $300 le baril. Ça devrait être ça qui fait vraiment baisser la consommation. Et ça devra continuer tout le temps, tant qu'on n'aura pas trouvé de solution alternative, parce que la production ne fera que baisser. Donc c'est une crise vraiment économique grave qu'on pourrait avoir si on n'est pas préparé.
Et les pays qui ne seront pas préparés vont en prendre plein la gueule, excusez-moi de l'expression, alors que les pays qui seront préparés auront un vrai matelas et auront beaucoup moins de problèmes. Un pays comme la France aura moins de problèmes qu'un pays comme l'Allemagne, et encore moins que les États-Unis, bien entendu. Donc voilà, on voit qu'il faut se passer des énergies fossiles et pour le réchauffement climatique et pour le problème du pic pétrolier. On a vu qu'au niveau de l'écologie mondiale, ça ne marche pas, puisque les pays ne sont pas d'accord, qu'il n'y a pas de gouvernement mondial. Moi je dis, faisons-le au niveau national et donnons l'exemple, d'autant plus qu'on le verra, ça ne coûte rien, ça rapporte économiquement, je veux dire, à la France. Ça rapporterait au pays qui le fait, que ce soit la France ou un autre. Alors, c'est bizarre parce que dans cette transition énergétique en France, on s'est attaqué pas du tout au bon sujet. C'est-à-dire que l'électricité en France, elle est à 90% sans CO2, soit du nucléaire, soit de l'hydraulique, puis maintenant on a rajouté un peu d'éolien et de solaire. Donc c'est pas là-dessus qu'il faut s'attaquer. C'était à l'autre côté, c'était au déplacement, au pétrole qu'on utilise pour chauffer ou pour l'essence. En tout cas, les écologistes se sont attaqués de ce côté-là. Alors, il faut savoir qu'en France, donc, notre électricité, c'est 7 fois moins de CO2 que l'Allemagne. Donc c'est complètement hallucinant que les Verts nous expliquent qu'il faut faire comme les Allemands. Pourquoi vouloir émettre 7 fois plus de CO2 en caricaturant? En fait, voilà. Mais si on rentre dans le détail, en fait, les Verts nous disent qu'il faut fermer les centrales nucléaires pour mettre des éoliennes et du solaire. Voilà. Donc faire comme l'Allemagne. Si vous faites ça, si vous fermez une centrale nucléaire, vous allez rajouter une éolienne et du solaire, un mix des deux, mais qui va produire que quand il y a du beau temps et du soleil, ou en tout cas beaucoup de luminosité, pas la nuit, et quand il y a du vent. Donc il y a la moitié du temps où il va produire, et l'autre moitié du temps, il faudra utiliser du gaz ou du charbon. C'est pour ça que quand ils ferment leurs centrales nucléaires, les Allemands ouvrent des centrales à charbon, comme à Datteln, ils viennent d'en ouvrir une encore cette année. Donc ça n'a aucun sens, ça veut dire que c'est une stratégie où vous passez d'une énergie zéro CO2 à une énergie avec la moitié de CO2 de l'énergie fossile. C'est pour ça que c'est une stratégie, la stratégie d'Europe Écologie Verte, c'est une stratégie pour émettre plus de CO2. Et vous pouvez poser la question, vous pouvez leur en parler, ils seront incapables de vous répondre. Incapables, parce que c'est mathématique, c'est prouvé. De toute façon, le nucléaire a gagné là-dessus maintenant. Je veux dire, les pays comme les États-Unis sont en train de dire qu'il faut du nucléaire. La Suède a programmé les constructions de centrales nucléaires. Malheureusement, c'est pas pour nous faire plaisir, parce que si on pouvait s'en passer, mais on ne pourra pas s'en passer. Donc, par contre, l'éolienne et le solaire, qui ont ces inconvénients d'intermittence qu'on vient de voir, on peut les utiliser, en fait. Ils ne vont pas nous servir pour la consommation d'électricité. Ils vont nous servir pour autre chose. Cette énergie intermittente n'est pas chère, parce qu'elle est au même prix que le nucléaire ancien. En fait, on va s'en servir pour faire de l'hydrogène, qui est l'essence de demain. Tout le plan, il est là. C'est parce que l'énergie... Alors, avant de vous dire pourquoi on doit passer par un vecteur de stockage, l'énergie, c'est très très complexe à stocker. Si vous voulez, et puis c'est même quasiment impossible. Si vous voulez stocker 2 jours de production d'hiver d'électricité française, il vous faut 7 fois la production mondiale de lithium. Vous voyez que c'est complètement impossible de stocker. Ça, c'est des quantités d'énergie tellement importantes que c'est impossible. Sous forme d'hydrogène, oui, on peut en stocker. Donc l'idée, moi, que je propose, que je proposais déjà en 2014, qui commence maintenant à se populariser, c'est de dire, pour l'électricité, c'est presque fait. On verra à la marge, et on sait comment faire à peu près à la marge. Mais concentrons-nous sur se déplacer, l'essence, et se chauffer. Le gaz, le fuel, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On produit beaucoup plus d'électricité, d'accord? Avec du nucléaire, de l'éolien et du solaire. Cette électricité en masse, on va la faire passer dans des électrolyseurs pour casser les molécules d'eau en deux, on sait le faire, en hydrogène et oxygène. Cet hydrogène, on le récupère. Et ensuite, son coût, c'est 5 € le kilo. Une voiture à hydrogène, ça consomme 1 kg. Donc ça vous coûte 5 € pour faire 100 km. Donc on sait le faire. On sait le faire avec des énergies sans CO2, produire de l'hydrogène vert, et on sait l'utiliser pour se déplacer dans des moteurs de voitures à hydrogène. En fait, tout simplement, la voiture à hydrogène, c'est une voiture électrique, mais au lieu d'avoir une batterie, vous avez un réservoir d'hydrogène et une pile à combustible qui transforme l'hydrogène en électricité et qui rejette de l'eau. Donc c'est très simple, hein. On peut prendre une voiture électrique classique et changer cela comme ça. Il y en a déjà. On a des trains à hydrogène qui sont de série aussi. Les trains Alstom, en plus, c'est les premiers mondiaux. On est capable même, bien sûr, d'avoir toute la gamme des transports à hydrogène. Et même le GIFAS et Airbus ont dit qu'ils se lançaient dans l'avion à hydrogène et qu'ils pensaient que dans 15 ans, ils pouvaient le faire. Je ne veux pas dire qu'il faut continuer à consommer, faire des vols en avion partout. Mais en tout cas, on sait remplacer.
Le seul problème qu'on a, en fait, c'est le prix de la pile à combustible qui est un peu cher. Toyota et 3 autres marques font des voitures à pile à combustible, elles sont à 60 000 euros. Pourquoi? Parce qu'elles sont produites en petite série, donc elles sont trop chères. Comme elles sont trop chères, elles sont produites en petite série. En fait, c'est là où le marché bug. En fait, c'est un échec de marché. Ça s'est passé sur la voiture électrique. Hein. Elles existent depuis un temps très très lointain, hein, au moins 1990. Et leur courbe de prix a descendu tout doucement. Voilà. Et c'est même pas encore le prix des voitures classiques. Donc on a deux solutions. Soit on continue, on attend 30 ans que les voitures à hydrogène ne deviennent pas chères en laissant faire le marché. Ça mettra 20 ou 30 ans. Soit en fait on dit bah, on en a besoin pour le climat, donc on va beaucoup plus vite. Et à ce moment-là, il faut utiliser l'État stratège. Et là, on peut utiliser une petite ruse de l'État stratège, c'est de dire, bah, ok, on va faire en sorte que ce soit produit en grande série très vite. Comment on va faire? On va travailler avec les constructeurs, Peugeot, Renault, les autres constructeurs étrangers, tous ceux qui voudront produire sur le sol français. On va dire, voilà, on va inciter à la production, à la commercialisation de voitures hydrogène de luxe au départ, que vous mettiez un petit peu, que vous ayez un peu plus de production. Et dans 7 ans, les grandes métropoles qui veulent plus de pollution aux particules fines, eh bien, elles mettront des voitures à hydrogène à une obligation d'achat si vous voulez acheter des voitures neuves, soit des voitures électriques, soit des voitures à hydrogène. De ce point de vue-là, vous créez une commercialisation de masse à une date butoir claire pour les constructeurs de série et vous vous retrouvez avec des piles à hydrogène qui valent des voitures à hydrogène qui valent l'équivalent des voitures classiques. C'est ce que dit d'ailleurs le département de l'énergie américain et c'est le consensus dessus. Voilà, donc on a toute la matrice en fait pour se faire ça. Sur le logement, il faut plus s'isoler. Pour plus s'isoler, il faut arrêter les subventions, personne n'y comprend rien. Il faut simplement un taux zéro pour tout le monde à 20 ans, pour tout le monde, pour tous les projets d'isolation, pour les ménages, les entreprises et les administrations. Mais pour ça, évidemment, il ne faut pas passer par le marché. Le marché ne va pas vous fournir de taux zéro. On va faire la Banque centrale. La Banque de France va prêter à taux légèrement négatif aux banques privées, qui elles-mêmes vont prêter à taux zéro à tous les gens. Ce qui leur permettra, avec les économies d'énergie, de payer le remboursement de votre isolation. Donc tout le monde s'y retrouve ainsi. Pour les chauffages, on peut passer chauffage bois, pompe à chaleur, radio électrique pour se passer du chauffage aux fossiles. Le seul sujet, c'est qu'en fait, l'État n'intervient pas. Il n'y a pas de réglementation. En fait, si vous regardez vous-même, moi j'ai voulu changer mon chauffage, j'ai regardé, on m'a fait que des factures à 18 000 euros de chauffage bois et de pompe à chaleur. Bon, c'est un peu cher quand même. Hein. Puis en plus, les garanties, 3 ans. Là, il y a un truc qui ne va pas. L'État s'y dit au type, vous vendez des trucs 18 000 euros, donc maintenant vous garantissez ça 10 ans, ou vous les vendez pas. On s'en fout, vous les vendrez pas. Mais si tout ce que vous vendez c'est 18 000 euros pour 3 ans, l'État est légitime en tant que représentant collectif de dire non, c'est pas possible. Donc vous les garantissez à 10 ans, vous les modifiez s'il le faut, et vous débrouillez pour garantir pièces et main d'œuvre à 10 ans. C'est vraiment le problème qu'ont les gens. Les gens achètent pas ça, parce qu'ils disent il y a des problèmes, ça marche pas toujours bien, donc on n'a pas de garantie assez longue, et donc en mettant autant d'argent, on peut pas y arriver. Voilà, et là vous aurez une mécanique aussi de baisse des prix avec effet de série. Donc on voit qu'on a un super projet pour se passer complètement des énergies fossiles en 20 ans. Pour adapter évidemment, hein, selon des petites congruences. Eh bien, ce projet, en fait, c'est aussi le fait de ne pas importer 50 milliards de pétrole et de gaz, mais à la place de le produire sur le sol français. Et donc avec des emplois français, ce qui veut dire que ça peut nous créer, moi j'ai calculé, 50 milliards, ça nous crée grosso modo 8 ou 900 000 emplois. En plus, il y a les emplois induits et indirects. Donc en fait, vous vous retrouvez avec un potentiel de 2,7 millions d'emplois là-dessus. Parce que quand quelqu'un reçoit un salaire, derrière, il y a tous les métiers de service et induits qui s'enchaînent. Donc on a un projet qui est formidable, qui résout un des problèmes les plus importants de notre temps, qui est la crise climatique, et qui peut nous créer plein d'emplois. Bien entendu, il faut la Banque centrale qui est indépendante, parce que comme ça coûte 1 500 milliards d'euros de faire ce projet en investissement sur la période de 20 ans, eh bien, on n'y arrivera pas, c'est hors de portée du privé. Donc il faut que la Banque de France aide à prêter, à taux bas en plus, pour ce projet. Donc on ne peut pas avoir la Banque Centrale Européenne. Il faut du protectionnisme, parce que si tout est produit en Allemagne et en Chine, les produits industriels, qui est la partie la plus valorisée, hein, la plus importante, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va se ruiner si c'est produit en Chine et en Allemagne. Il faut qu'au moins ce soit des entreprises étrangères qui produisent en France, et encore mieux des entreprises françaises. Donc il faut du protectionnisme sur ces produits, ce qui est parfaitement légitime. Il faut un État stratège pour créer les filières. Sur l'hydrogène, tout ce que je dis, c'est l'État stratège et une politique industrielle. Donc avec tout ça, en fait, ce projet peut se faire et se fera. Alors qu'actuellement, c'est un projet, on met 7 milliards par là, 9 milliards par là, mais ça va mettre un temps fou. Ça va mettre 25 ou 30 ans à aboutir.
Alors pourquoi personne ne dit ça? Ça, c'est un vrai sujet. Premièrement, il y a les subventions des associations. Il y en a une partie qui sont subventionnées par l'Union européenne directement. Donc déjà, elles ne vont pas vous dire ce que je vous raconte. Il y a aussi le fait qu'il y a une partie des associations sont subventionnées par des gens qui aiment beaucoup l'Union européenne. Pareil, elles ne vont pas vous le dire. Et je connais des gens qui ne peuvent pas parler à cause de ça. Et puis dire ça, c'est sortir du cercle des bien-pensants. Voilà. Une fois que vous dites ça, c'est plus dur de se faire inviter dans les médias, dans les radios, dans les trucs comme ça, parce qu'ils savent que vous allez dire des choses qui vont pas leur plaire à leur idéologie. Donc c'est aussi complexe. C'est pour ça que personne ne vous dit ça. Puis il faut demander de sortir de l'Union européenne, je veux dire, ce qui est le tabou, alors que franchement, on a vécu 1900 ans sans ça, tous les pays du monde, à part les pays en Europe vivent sans, on voit pas le problème. Donc voilà, on a un vrai sujet. Et dernière chose, pour ceux, il y a des jeunes chercheurs qui ont trouvé, je vous livre l'info, on ne sait pas encore complètement vérifié, il y a des gens qui ont des doutes, qui ont dit qu'en plantant sur 6% des terres émergées, en fait des forêts, on arriverait à capter 2/3 du carbone qui est sorti de terre et donc qui a fait cette augmentation du climat. Donc même qu'il y a un sujet pour éviter la catastrophe. Voilà, donc ça serait intéressant à vérifier. Donc voilà, on a fait les deux grands sujets urgents, agriculture et énergie, où on a des vraies solutions. Après, on rentre dans l'écologie plus profonde. Alors, sur l'obsolescence programmée et la durée de vie des produits, en fait, je vais vous montrer que par des petites réglementations, on peut vraiment changer les choses. Vous avez remarqué que la durée de vie des produits se réduit, hein, notamment avec toute la mondialisation, la production en Chine. Par exemple, sur l'électroménager, on voit bien que la durée de vie a nettement réduit. On a l'impression que les produits durent maintenant 7 ans alors qu'ils duraient 20 ans avant. Moi, quand je suis arrivé à Strasbourg, j'ai acheté une machine à laver, j'avais pas de sous, qui avait 15 ans, qu'on me vendait. Elle a duré encore pendant les 5 ans, je suis resté à Strasbourg, vous voyez. Donc aujourd'hui, personne n'achèterait une machine à laver qui a 15 ans d'âge. On le traiterait de fou. Sur tous ces produits qui sont lourds et encombrants, il y a un vrai problématique. On a une solution, c'est la réglementation. Et c'est tout simple et clair. C'est de dire, affichons en magasin, faisons tester par normes françaises la durée de vie réelle de ces produits, de ce frigo, de ce lave-linge. Et puis, on va l'afficher en magasin, obligatoirement, ou sur Internet, ça sera obligé d'être affiché juste sous le prix. Tiens, ça dure 3 ans. Donc, vous irez voir, vous devez acheter un lave-linge, vous allez chez Darty, par exemple, comme 80% des Français, et vous vous retrouvez devant les produits. Puis, vous voyez, ce truc de bas de gamme est à 300 €. Ah, mais bon, par contre, il dure 3 ans. Bon, on va peut-être laisser tomber. Celui-là, il vaut 350, il dure 10 ans. Et celui-là, il dure 370, il dure 15 ans. Ah, tiens, je vais peut-être prendre, en fait, le plus cher. Vous voyez, immédiatement, il va y avoir un effet pour vous. Vous allez pouvoir lire, mais il va y avoir un effet chez le constructeur, c'est qu'ils vont changer immédiatement leur politique et immédiatement les produits vont durer 15 ans, forcément, au minimum. Et vous pouvez même, à part la suite, si vous êtes content de ça et s'il y a des évolutions, dans 10 ans, de se dire, bon, bah, c'est peut-être pas 15 ans, c'est peut-être 25 ans qu'il faut. Et vous pouvez même fixer une réglementation. Et puis, vous pouvez fixer des réglementations sur les pièces détachées. Ils peuvent vous vendre n'importe quelle pièce détachée à n'importe quel prix, ce qui fait qu'en fait, vous réparez pas et vous achetez un neuf. Donc, vous leur imposez que la somme du prix des pièces détachées soit inférieure à 2 fois le prix de la machine neuve, par exemple. Donc, vous avez les pièces détachées qui sont à des prix abordables. Et c'est la condition pour vendre en France. Et à ce moment-là, vous pouvez créer des filières de réparation pour que ces produits se réparent et qu'on sorte de cette logique d'acheter et de jeter. On peut le faire sur les lave-linges, mais il y a tout un tas de produits lourds et encombrants sur lesquels on peut le faire, ou les produits courants. Il y a un autre sujet, alors je le prends comme ça, de réglementation. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et pourtant, c'est quand même un sujet que tous les détergents, tous les produits de ménage, en fait, on a tous les produits verts, alors je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais quand même qu'ils sont bien mieux, qui existent. Et si vous avez regardé, les prix sont très comparables maintenant, entre les produits d'entretien classiques et polluants et les produits verts. Est-ce que c'est logique? Alors que les gens n'ont pas envie de polluer les rivières, personne n'a envie. Je pense que si on demandait l'avis aux Français, on pourrait très bien dire aux industriels, maintenant, dans 2 ans, vous arrêtez les détergents pourris que vous vendez qui polluent complètement, et vous ne laissez que vos produits verts qui marchent. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez sans aucun problème. Ils changent leur chaîne de production, ils baissent même les prix des produits verts, parce que ça sera produit en grande série. Tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant, absolument. Donc des réglementations simples et claires peuvent faire bouger les sujets. Alors, on ne va pas tout aborder dans le bouquin, parce que ça fait combien de temps qu'on a commencé? Pas loin d'une heure. Hein. Pas loin d'une heure. Je fais encore 10 minutes. Il y a plein de sujets, mais je vais faire juste 10 minutes avec quelques petits sujets qui me semblent importants. Il y a le sujet de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on prend des ressources de la terre, on fabrique des choses avec, on les vend avec de la publicité et on les jette, en gros. C'est à peu près ça, et donc les ressources s'épuisent et il y a de la pollution. Bien entendu, il faut changer, et ça, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, où les déchets deviennent les ressources. Facile à dire, difficile à faire. C'est pas si simple. En tout cas, il y a des gens qui ont eu des idées, moi, qui me semblent intéressantes. Par exemple, parce qu'en France, c'est le bordel total. Je veux dire, personne ne sait ce qu'on peut mettre dans les poubelles. Alors, on fait tous des efforts, mais est-ce que le pot de yaourt, il va bien dans la poubelle de recyclage dans telle région ou pas? Je crois que c'est même pas vrai dans toutes les régions. Pareil. Et c'est trop compliqué. Il y a des poubelles partout, il y a des poubelles collectives, les trucs. San Francisco, les Américains, ils ont été pragmatiques, ils ont dit, voilà, on va faire 3 poubelles. Une poubelle de déchets alimentaires. J'ai vérifié auprès d'un copain scientifique, il m'a dit, ouais, ils ont raison. De déchets alimentaires. Cette poubelle, elle va être envoyée dans un centre de compostage, et en fait, ça va créer de la terre qu'ils vendent aux agriculteurs aujourd'hui. Ils vendent de la terre, en fait, de recyclage. Ensuite, il y a une autre poubelle qui est de trash, petite, mais avec tous les trucs qu'on ne sait pas du tout recycler. Et puis ensuite, il y a une troisième poubelle importante, qui est la poubelle où on met tout le recyclage. Donc ils mettent leur verre, ils mettent leur plastique, ils mettent leur papier, ils mettent leur carton, leur bois, tout ce qui est recyclable. Et tout ça, ça part... Tout ce qui est recyclable, ça part dans un grand centre de tri électronique avec des bras, des robots. C'est mieux parce que les gens n'ont pas envie de passer leur temps dans les poubelles. Donc mieux de faire ça électroniquement. Et donc, ils trient tout cela et c'est fini à la main par des hommes. Et tout ça, ça permet évidemment des déchets qui ne sont pas salis, beaucoup plus simples à recycler et un recyclage optimal. Ça, là, il y a un truc à faire là-dessus. Vous savez qu'il y a un autre sujet, il y en a plein dans l'économie circulaire, c'est le plastique. Aujourd'hui, il y a une étude qui a été sortie quand même par le WWF, donc peut-être un petit peu partial, mais en tout cas qui reprend 50 études scientifiques qui dit qu'on mange 5 grammes de plastique par semaine, en fait, l'équivalent d'une carte bleue. Bon, ça choque. Quand moi je l'ai lu, ça m'a un peu choqué, je vous avoue. En fait, parce que le plastique, on l'a mis en décharge, beaucoup, et en fait, il finit en microplastique, microparticules, ça on a commencé à en parler, qui finit en fait un peu partout à polluer tout l'environnement. Donc, on a un vrai sujet là-dessus qui est très important à traiter. Alors sachez que les médias pipotent en faisant croire que c'est la France qui est responsable avec les pays européens de tout le déchet dans les océans. C'est un pipeau intégral. En fait, c'est aussi de notre faute, mais c'est les 10 pays émergents. C'est des pays émergents et les 9 grands fleuves des pays émergents, en fait, en Asie, en Afrique, où il n'y a pas de système de poubelle, qui balancent tout ça dans la mer. Voilà. Mais bon, ils aiment bien nous culpabiliser sur le sujet. C'est vrai qu'en France, on fait pas si mal, mais il y a un truc qui est idiot. À cause des écologistes, on n'a pas construit d'incinérateur. Parce qu'ils ont dit qu'il faut tout recycler. Le problème, c'est que c'est pas tout recyclable. Et j'ai discuté avec des amis scientifiques qui me disent on ne pourra jamais recycler tout le plastique. Il y a plein de plastiques différents qui se recyclent plus ou moins bien, qui perdent leur qualité, et surtout, il y a plein d'additifs différents. Si vous faites une bouteille en verre, une bouteille en plastique à partir d'un truc qui était fait pour l'électronique avec du brome, ça va vous empoisonner si c'est pour des aliments. Donc c'est hyper compliqué, on n'arrivera pas à tout, il faudra se passer de plastique. Mais en attendant, il ne faut pas tout balancer en décharge. Donc nous, on en recycle 10%, je crois, en France, de tête. On a 50% qui doit être brûlé, il doit rester 40%. Mais il faut construire des incinérateurs pour le brûler. Puisque de toute façon, le choix sinon, c'est de le balancer en décharge et que ça finisse en microplastique et que, comme je vous le disais, on le mange. Et il faudra se passer de plastique, donc commençons à interdire le plastique dans les fruits et légumes, parce que ça nous saoule tous d'aller au supermarché, on nous dit faut pas prendre de plastique, et puis les directeurs de supermarché, ils mettent les fruits et les légumes de plus en plus sous plastique. Donc soyons cohérents et ne désincitons pas. En tout cas, l'économie circulaire, il y a quelques idées, il y en a d'autres, mais franchement, c'est un des systèmes, là où c'est le plus complexe, où il y a le plus de boulot. Dans le bâtiment, on en discutait avec quelqu'un qui travaille sur le sujet. Donc, on a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Alors, il y a d'autres sujets, on va passer, et je vais passer à la conclusion plus ou moins directement. On a la pollution multiple des sols, de l'air, du vivant, tout ça, c'est tout un tas de sujets où il y a des réflexions à avoir. Et on a des pistes. Il y a l'artificialisation du sol. Alors moi, je vais juste vous évoquer ça, parce que ça me choque de plus en plus, en fait. Et notamment l'artificialisation des sols. On a 9% du territoire en France donc, qui est artificialisé. La forêt a progressé de 10% depuis 1945, donc ça, c'est plutôt bien. Mais on a de plus en plus et on a un département qui disparaît, malheureusement, en artificialisation tous les 10 ans. C'est à peu près juste, ça.
Voilà. Et on voit bien ce que c'est. C'est les hangars commerciaux, ces trucs tout moches et tout pourris ressortis des villes en métal que les types mettent là pour vendre des produits souvent venus de Chine. Alors là, ça devient le délire. Puis avec les routes d'accès, les parkings. Mais là, ça devient le délire. Moi, je me balade et je vois maintenant des notaires qui s'installent dans des cubes en métal. Des restaurants aussi de plus en plus. Vous avez remarqué aussi, il y a des restaurants qui s'installent. Puis des salles de sport aussi maintenant. Donc maintenant, on va vivre dans des cubes en métal quand on n'aura plus des belles villes avec une architecture beau. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ruffin, il avait raison dans son film sur les Gilets jaunes de dire c'est la France moche, quoi. Et ça, on peut pas laisser les gens vivre là-dedans. Alors ça, c'est compliqué parce que ça, c'est la liberté individuelle. Bon, il y a des gens qui se font plein de fric parce qu'ils s'achètent 500 mètres carrés en se faisant payer par la boîte, des loyers, ces trucs, ces hangars, et ils s'enrichissent. Mais bon, c'est pas notre sujet, c'est pas notre intérêt à nous. En tout cas, ça, on les dit. Il faut concentrer les activités, certainement pas ça. Donc peut-être une idée, mais là, il y a plein d'idées à creuser. Moi, la seule idée que j'ai trouvée, je ne l'ai pas marquée dans le livre, je l'ai trouvée après, c'est augmenter forcément la taxe foncière des entreprises, mais vraiment assis là-dessus, et baisser de façon complètement équivalente les autres impôts des entreprises, pour avoir un truc neutre. Parce qu'on ne peut pas avoir ces hangars qui s'étalent à l'infini, et puis les notaires qui s'installent là, les restaurants, et puis les salles de sport. Et puis ça va continuer, c'est pas possible. Voilà. Donc juste une petite mesure de bon sens. Après, il y a le problème de la biodiversité. En amont, il y a quand même quelque chose d'important, c'est de conserver tous nos écosystèmes et de dire que, je voulais juste vous dire que, alors, j'ai lu des bouquins dessus, le vrai problème c'est que les choses ne sont pas forcément réversibles. C'est pour ça que les scientifiques sont très inquiets. C'est-à-dire que, par exemple, l'Amazonie, en Amazonie, il ne devrait pas pleuvoir. S'il n'y avait pas la forêt amazonienne, ça serait hyper sec comme les régions à côté. Il pleut parce qu'en fait, il y a la forêt amazonienne. Et ça dit quoi? Ça dit qu'en fait, l'écosystème arrive à forcer le climat, arrive à faire en sorte que le climat soit supportable. Et d'ailleurs, on a un climat qui est bon, et on a beaucoup d'oxygène, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'arbres qui ont transformé le CO2, qui était très important, en carbone, et qui fait qu'on a beaucoup d'oxygène pour vivre aujourd'hui. Donc il y a un forçage du climat, d'une certaine manière, par l'environnement. Alors, moi, je ne suis pas un adepte de Gaïa, mais Gaïa, les sectateurs de Gaïa, enfin ceux qui vont très loin là-dessus, disent que ça va aussi loin, mais en tout cas, il y a quelque chose d'important. Et donc, si on coupe la forêt amazonienne, ben, on ne pourra pas la faire repousser. Ou alors, il faudrait l'arroser par des milliers de milliards de litres d'eau. Rien ne dit que ce soit possible de la faire repousser. Donc, il y a quelque chose, quand même, d'irréversible si on se plante et si on perturbe trop le climat. Voilà. C'est le message que disent les scientifiques, et c'est ça qu'ils vous disent quand ils vous disent 2 degrés, c'est la cata. Ils pensent que si on monte au-dessus de 2 degrés, il y aura un emballement, phénomène d'emballement et de perturbation, et que le système n'arrivera pas à revenir à l'équilibre. On l'aura trop perturbé. Alors, il y a plein d'autres sujets. Moi, je me suis amusé à classer dans les sujets qui fâchent. Le capitalisme, faut-il le supprimer? La publicité, la liberté individuelle, les coopérations internationales, la démographie, parce que c'est un sujet, et la sobriété heureuse, qui est un sujet intéressant qui a été mis par Pierre Rabhi, de dire il faut être dans la sobriété heureuse. En fait, c'est un sujet qui est un peu casse-gueule, enfin, ça nous titille tous. Et en fait, en réfléchissant, c'est vrai qu'il faudra une éthique de frugalité à terme sur le sujet. Mais le truc, c'est est-ce que c'est la solution aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire basculer une société baignée par la publicité dans un système démocratique vers des gens qui vont dire non, je veux moins consommer, c'est par là que ça va se passer? Moi, je pense que ça ne peut pas être possible pragmatiquement. Donc je pense que c'est un super objectif, mais que c'est pas un moyen. La sobriété heureuse n'est pas un moyen. C'est un objectif et c'est ça la confusion à ne pas faire. Donc je vous ai présenté tout ça. J'espère que c'était pas trop indigeste. Plein de choses. C'est encore pire. Dans le bouquin, il y a encore plus de choses, mais on a plus de temps pour le lire. Et puis voilà, c'est présenté de façon optimale. Moi, ma conclusion, c'est de vous parler, de vous dire qu'en fait, et je pense que vous partagerez avec moi, on est dans une société qui est sans projet, en fait. D'ailleurs, avec des formes de nihilisme différentes qui apparaissent, et que l'écologie est un super projet collectif, très mobilisateur, puisque tout le monde veut préserver l'environnement, qui est un bien commun, un super projet collectif, que ni de droite, ni de gauche, ni du centre, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, il appartient à tous, et c'est un super projet pour rassembler les Français dans une nouvelle dynamique, moi je pense. Et donc il faut en faire un sujet de rassemblement. Et Saint-Exupéry disait en une phrase, alors j'en cite que la moitié, mais l'autre moitié c'est pareil, c'est « forcez-les à bâtir une tour, et ils deviendront des frères ». Effectivement, on a une fraternité qui peut renaître à travers des projets pour le bien commun, où on sent qu'on va dans la bonne direction. Alors que là, on a l'impression qu'on plonge dans la mauvaise direction et qu'on devient de moins en moins des frères, d'ailleurs, justement. Voilà. L'autre sujet, c'est hiérarchiser les problèmes. Retenez-le bien, il y a des sujets urgents, agriculture, énergie, on a les solutions. D'autres sujets, on a le temps.
On peut le faire tranquillement, on peut réfléchir. Puis ça sera à tous les gens qui sont jeunes, qui ont des idées, de trouver les solutions, et c'est pas un problème. Et puis il faudra peut-être changer nos modes de vie pour aller moins vite, hein. De toute façon, vous dire, si les cadres travaillent jusqu'à 21h, ils vont pas faire de l'écologie. Ils n'ont même pas le temps de trier leurs poubelles, ils vont être obligés. Et de toute façon, ils sont obligés. Dans ce cas-là, vous pouvez pas vous faire à manger. Vous êtes obligé d'acheter des produits surgelés, dégueulasses, dans du plastique, etc. Enfin, tout ça est pas jouable. Il faudra aussi calmer le mode de vie, mais ça, c'est pas un sujet. Voilà. Donc pourquoi nos gouvernements ne le font pas? C'est toujours le même sujet, hein. C'est comme le Covid. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas, quand le virus était uniquement en Chine, pourquoi ils n'ont pas fermé les frontières? Idéologie de la mondialisation. Il faut laisser l'apparence de la mondialisation. Donc on va laisser contaminer les Français par le Covid. Les Chinois ont été beaucoup moins cons. Une fois que le Covid était chez nous et qu'ils avaient guéri, eux ils ont dit non, vous n'allez pas rentrer avec votre Covid chez nous. Vous voyez? Donc, voilà, ils sont moins bêtes que nous. Mais malheureusement, on est dans une idéologie de la mondialisation qui est folle et qu'ils veulent absolument mettre en place. De toute façon, en plus, on se voit bien qu'ils veulent favoriser les multinationales. On a une forme d'oligarchie, de plutocratie qui se met en place, et certainement pas des programmes comme ça. Voilà, il faut favoriser le local, le national, et c'est l'État-nation et le protectionnisme qui nous amèneront la pleine possession de nos souverainetés, de nos lois, de notre banque centrale et de tous les instruments pour faire l'écologie qui nous amèneront à être libres et de pouvoir faire l'écologie. Pour terminer, face à la crise qu'on a, de toute manière, on s'en sortira que par la politique. On sait que les gens plongent dans l'abstention, une partie, mais c'est vraiment l'erreur, parce que, en fait, on s'en sortira par la politique, parce que sinon, les Macron continueront à être élus par les plus de 60 ans, ou un clone de Macron, parce qu'il y a la machine à fabriquer les Macron, elle existe. Il y en aura un nouveau qui va sortir. Donc, c'est absolument par la politique que ça va se passer. Et l'écologie, c'est un seul des sujets. C'est un sujet très important, mais il y a aussi l'économie et le social. On ne va pas dire aux gens on va faire de l'écologie, on va s'occuper de la planète, mais par contre on va le laisser crever de faim, ou sans boulot pour les jeunes ou pour les plus de 50 ans. Ça, c'est pas possible. Donc il faut s'occuper de l'écologie, il faut un projet économie et social mélangé, avec l'écologie qui doit se marier avec l'économie. Et puis, le problème des flux d'immigration, qui est aussi un problème, et de l'insécurité, de l'ensauvagement, il y en a un peu partout. Et donc, tous ces sujets sont complémentaires. On ne se bat pas que pour l'écologie, on se bat pour tous les sujets. Donc moi, ça, c'est un message politique que je fais passer, qui est hors du bouquin. On se bat pour tous les sujets, et surtout pas dire, non, on va parler que d'écologie, parce que sinon, les autres, ils vont pas être contents qu'on parle. Non, il faut parler de tous les problèmes qu'on a, et les résoudre. Et ça se passera bien, et puis surtout, on sera efficace politiquement. Voilà, merci beaucoup. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.